bonsoir à vous, chers fans groupies ameutés que vous êtes. Shout-out aux amateurs de podcasts néo-cheap et de bière en spécial. Non, mais c'est parce que boire à chaque lundi, ça revient cher. Je suis Charlie Gonzo Faneuf, plus ou moins à jeun que jamais, mais avec un restant de bronchite dans le caisson, mais avec le même bon vieux feu dans les bottes, puissance Ryan Reeves qu'on vous dit. Donc, délire d'O'Keeffe Tablette et de Fat Burners exclus, bienvenue à ce premier podcast des Chevaliers de la première ronde. Applaudissements de mini-pot, tout le monde. On l'a peut-être en son, on l'a pas en son, mais on l'a. Ah. Voilà, Les joies d'avoir un bruiteur maintenant. On a le gros budget. Et là, vous allez me demander... OK, vos gueules. C'est bien, je me sens important. Mais vous allez me demander, qu'est-ce que ça mange en hiver, un chevalier de la première ronde? Ben, comme tout le monde, là, selon le budget couillard, du craft dinner aux saucisses hot dog, tout le temps. Fait que, toujours se rappeler qu'à l'achat d'un six-pack de Pabst Blue Ribbon, bon, à s'en lécher le scrotum, mais ça, c'est une autre histoire, vous obtenez une boîte de macaroni au fromage, elle qui contient évidemment une bonne source d'orange salée dans chaque boîte. Et oui. Fait que je pense qu'on a fait le tour du guide alimentaire. Et je suis évidemment en compagnie de mes deux chevaliers préférés. Salut les boys! Hello! Très bien le bonsoir. Vous êtes pas maçonnique tout de même? On essaye. Aux dernières nouvelles, non. Platiste? On pourrait. Ouais. Et caquiste non plus, j'espère? Kaki, quoi? Ah, On se réserve nos opinions politiques. bon, c'est réglé. Alors, j'ai Olivier Daigneault, donc, l'homme qui signe régulièrement ses chroniques sur le sport de combat. Un billet nommé Dans les câbles à ne pas manquer régulièrement sur la première ronde et le grand club. Comment ça va, mon cher Olivier? Ça va extrêmement bien, Charlie. Ça va mieux, là. Ça fesse. Il est prêt. Est-ce que tu t'es remis de la soirée où Golovkin s'est fait voler sa ceinture par, je pense, Hulk Hogan puis la NWO, là? Je me suis remis de la décision, oui. De la bière qu'on a bu, non. OK, c'est ça que je voulais te demander, justement. Parce que, ouais, c'est sûr que ça fesse dans le dash 3-4 pichets, un triton puis 4 mètres de bière, je pense. 4 mètres ou quelque chose comme ça. J'ai pas calculé. Fait que... Ils sont venus nous le porter avec un lift. Oui, quand même. Et là, on a une porte de chat qui vient de s'ouvrir, mais également dans le studio. Puis là, quand je dis studio, je dis ben, l'orthophoniste est en route. Je dis surtout dans le boudoir. Et on a Charles qui est avec nous. Toujours présent. Et oui, il est là. Charles Hamel de la Buissière. Et c'est non décomposable. Et il est important de dire que Charles... Il couvre les Canadiennes de Montréal, oui, l'équipe de hockey féminine de Montréal, elle qui risque d'être un meilleur bet que le CH. Il couvre également le NASCAR comme personne au Québec. Et il sera également en charge du son pour ce merveilleux podcast d'assaut. Oh yeah! Et voilà. Mais je suis aussi capable de parler, là. Oui, quand même. Alors, comment ça va? Ça va très bien, toi? Très bien. Je me porte à ravir, ça va bien aller. On a eu quelques problèmes techniques, mais on est en train de s'en remettre. Des problèmes techniques. On est en train de s'en remettre tranquillement. Fait que, trêve de cabotinage en règle. Charlie, Oui. un instant, c'est parce qu'on t'a oublié de mentionner notre commanditaire. Oh, c'est vrai, on a un commanditaire parce que... Mais eux autres non plus, ils savent pas, là. Mais c'est ça. C'est les brasseurs du monde qui sont situés à Saint-Hyacinthe, une microbrasserie de luxe, on peut le dire. Oui. Qui offre une variété incroyable de bières de microbrasserie, tous avec un nom plus funny les uns que les autres. Et voilà, merci beaucoup à leur éventuel commandite. Éventuellement, ben moi j'arrête pour en acheter, mais là j'imagine qu'à un moment donné, on va s'en faire donner avec le nombre de mentions qu'on leur fait. Ça vaudrait la peine. C'est la première ce soir. Alors merci beaucoup les brasseurs du monde. C'est très aimable à vous. Donc, trêve de cabotinage en règle, nous avons également Alexandre Bissonnette en ligne. Toujours là? Toujours là, les gars. Excellent. Jeune journaliste émergent sportif, bourré de talent. Comme dirait leur vendeur, ça transpire du sachet. Donc, je vous encourage d'ailleurs à lire un billet savoureux qui avait démoulé une entrevue succulente avec un arbitre de la Ligue nationale de hockey. Ça s'intitulait « Quand passion devient profession ». Ah, avec quel arbitre? No spoiler alert. Googlez, puis vous verrez. Mais avant de commencer, évidemment, ce podcast vous est offert avec un format néo-cheap. Et la devise qui est de mise avec le néo-cheap est la suivante. Vous êtes prêts, tout le monde? J'en prendrai pour $1. Bon, c'est excellent, Alex. T'étais quasiment dans le temps. Fait que, toi qui es en ligne depuis beaucoup trop longtemps, puis je sais que je suis en train de te faire manquer de voice, fait que je me sens mal. Mais tu es ici pour nous parler de Ligue de hockey majeure du Québec.
Ah, exactement. Donc, la LHJMQ, la la meilleure ligue junior au Québec. Oui, tout à fait, tout à fait. Et selon toi, là, quelles équipes risquent de se retrouver dans les puissances de la LHJMQ cette année? Ben, en passant, là, tous les experts s'entendent pour dire que sur une équipe, en fait, puis là, je m'en vais pas dire que je suis un expert, mais quand même, je suis la ligue un peu. Oui. Et cette équipe-là, ben, c'est les Mooseheads de l'Halifax. Écoutez, vous avez peut-être vu ça passer l'année passée. Les Mooseheads, en fait, vont avoir la Coupe Memorial en 2019, donc c'est à la fin de cette saison-ci. Et je vous confirme, les gars, qu'ils ont mis le paquet pour se rendre le plus loin possible. Déjà l'an passé, les Mooseheads, ben, c'était une équipe extrêmement forte, là, 93 points, 4e équipe de la Ligue, donc c'était déjà une équipe extrêmement forte. Oui. Donc, tu es en train de nous faire une prédiction, là? C'est quasiment ça, les gars. Si j'avais une prédiction, je vous dirais qu'ils termineraient premier dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec cette année, les gars. Voilà, c'est dit. Donc, vous allez avoir ça en enregistrement. C'est ma prédiction cette année. Charles, une question pour toi. On a beaucoup parlé du retour. On a beaucoup parlé du retour de Patrick Roy avec les Remparts. Qu'est-ce que tu en penses? Bonne chose quand même pour les Remparts. C'est sûr que il y avait déjà quand même un bon entraîneur en Guy Boucher. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Honnêtement, mon opinion n'est pas encore forgée là-dessus complètement, mais j'ai pas l'impression que ça va être une saison facile pour les Remparts. Ils ont terminé en milieu de peloton la saison dernière, puis cette année, j'ai l'impression que ça risque d'être un peu pire. Donc, je les verrais, je te dirais, entre le 11e et le 14-15e rang. Ça serait ma prédiction pour les Remparts. Je les vois finir peut-être un petit peu plus loin que ça l'a été la sasaison dernière. En espérant que ça amène quand même du monde dans le centre Vidéotron qui en a bien besoin. Oui. Ah, de ce côté-là, absolument. Puis le premier match cette année, je sais pas si vous avez vu les gars, mais c'est quand même, il y avait vraiment beaucoup de monde pour le retour de Patrick Roy au centre Vidéotron à Québec. Donc, ça va être intéressant à suivre pour le reste de la saison. La question, c'est de savoir si ça va durer. Mais outre ça, il y a Alexis Lafrenière aussi qui est très intéressant, qui va être très intéressant à suivre, selon moi, là. Absolument, et c'est là que je m'en allais. Écoutez, ouais. Tu lis dans mes pensées. L'Océanique, ben, c'est la deuxième équipe que je m'en allais présenter aujourd'hui, les gars. L'Océanique, là, va être incroyable cette année. Déjà, Alexis Lafrenière, l'an dernier, écoutez, une saison incroyable à sa saison recrue. Il a remporté le titre de recrue de l'année, tout ça. Donc, cette année, écoutez, ça va être intéressant à suivre. Et vous avez peut-être vu ça passer, Alexis Lafrenière, qui a égalé Mike Bossy cette semaine en marquant son 43e but depuis qu'il est dans le circuit costaud. Et ça, les gars, ben il égale Mike Bossy pour le plus de buts avant l'âge de 17 ans. Donc, ça vous donne peut-être une idée à quel point Alexis Lafrenière risque de brûler la Ligue cette année. Et en plus de ça, c'est même pas son année les plus éligibles, en fait, pour le repêchage de la Ligue nationale. C'est l'an prochain. Donc, imaginez à quel point il va être fort l'an prochain pour la saison. Là. En fait, Alexis Lafrenière, c'est un peu ce qu'on appelle un late, je pense. Exactement. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il va être... c'est pas son année de repêchage, en fait. Donc, déjà, l'an passé, comme je le disais, il a été incroyable. Mais quand même un petit gars costaud, hein, comme on dit, 6 pieds 1 pouce, 192 livres. C'est un gars qui est né en 2001, octobre 2001. Donc, ça va être à suivre. Ça va être très intéressant à suivre. C'est sûr qu'on est encore loin, mais s'il continue comme ça, il risque de sortir pas mal dans les tops au repêchage de la LNH. Pas en 2019, mais en 2020. Quand même. Oui. Et sinon, ben, j'ai le portrait d'une troisième équipe pour vous, les gars. Les Voltigeurs de Drummondville, l'année passée, ils ont terminé 5e, 92 points au classement général. Et cette année, ben, ils risquent de connaître une autre très grosse saison. Faut faire attention, par exemple, faut pas oublier que les Voltigeurs ont perdu quand même leur entraîneur-chef, Dominique Ducharme. Et on sait pourquoi, hein, Dominique Ducharme qui est rendu avec le Canadien. Donc, ça va être très intéressant à suivre de ce côté-là. J'ai bien hâte de voir, honnêtement, ce que ça va donner avec leur nouvel entraîneur. Sinon, ben, du côté des joueurs à suivre, bien évidemment, on a Joe Veleno, hein, qui a été repêché par Détroit cette année. Ouais. Il a littéralement été le relancé après l'échange qu'il l'a envoyé à Drummondville. 48 points en 33 matchs en fin de saison régulière. Donc, Joe Veleno qui va assurément apporter beaucoup d'expérience à cette équipe-là. Puis, on a un gardien de but là, incroyable en Olivier Rodrigue, des défenseurs qui ont aussi été repêchés dans la Ligue nationale. Donc, je vous dirais, les gars, que ça fait les trois puissances de la Ligue, selon moi, là, pour la saison. Du gros stock. Mais as-tu une équipe Cendrillon, là? Ça, c'est le genre d'équipe que tu mets 20$ puis t'espères gagner plus. Ben, équipe Cendrillon,
Oui, ce serait une équipe Cendrillon, mais jusqu'à quel point, je ne le sais pas. Et cette équipe-là, c'est le Dracor de Bécomo. Ouais. Je pense que tous ceux qui suivent un peu la Ligue de hockey junior majeure du Québec s'entendent pour dire que ils vont connaître une bonne saison et ils devraient être bons. Mais là, maintenant, moi, j'ai l'impression qu'ils risquent de faire encore plus que ce qu'on peut penser et ce qu'on peut prédire. J'ai l'impression qu'ils pourraient surprendre puis peut-être même tenir dans le top de leur division puis dans les meilleures équipes de la Ligue. Là. Ils ont des joueurs incroyables. Il y a D'Artagnan Joly repêché à Calgary. On a un Jordan Martel qui est littéralement le meilleur joueur de cette équipe-là. Ils sont allés chercher Samuel l'Italien qui a gagné la Coupe Memorial l'an dernier. Donc vraiment, cette équipe-là a tout en place pour se rendre très loin en série cette année. Puis probablement même gagner la Coupe Lamy Junior. Je ne sais pas si vous avez une petite idée de ce que c'est, les gars. Rapidement, moi je le sais évidemment parce que je couvre les Saguenayens, mais la Coupe Lamy Junior, c'est une coupe, en fait, là, c'est 10 matchs qui se disputent entre les Saguenayens et le Dracor durant la saison. L'équipe qui accumule le plus de points remporte cette coupe-là, puis j'ai vraiment l'impression que le Dracor va remporter cette coupe-là cette année. Fait que les gars, si j'avais une équipe à vous dire de surveiller, ce serait le Dracor parce que je ne serais pas surpris de les voir terminer en haut du peloton. C'est bon. Moi, je mets toutes mes réels là-dessus. Puis, es-tu prêt à rembourser la moitié si jamais ça fonctionne pas, ton plan? Ou non, il n'y a pas de garantie, hein? Ça, on s'en reparlera après l'émission. Ouais. OK, ça marche. Puis, sinon, en général, on peut s'attendre à quoi des Saguenayens de Chicoutimi Beach? Là, c'est vraiment toi qui vas couvrir ça de main de maître, là, je présume, toute la saison? Ouais, une grosse saison des Saguenayens, selon moi. Ils ont eu quand même 2 gros choix de première ronde de l'année passée. Il y a eu Théo Rochette, qui a été repêché 7e au total, et le premier choix au total du dernier repêchage, Hendrix Lapierre. Donc, vraiment, 2 jeunes joueurs. Ça va être intéressant de voir comment ils vont se développer. Ils vont jouer avec des Zachary Lavigne, des Jérémy Fortin, des joueurs comme ça. Samuel Luc qui a participé à un camp du Canadien qui est avec l'équipe. Donc, ça va être avec des joueurs comme ça qui vont se développer. Puis, j'ai vraiment hâte de voir jusqu'à quel point ces joueurs-là vont être capables de jouer des rôles de leader avec ces 2 jeunes-là. Sinon, du côté de la défense, on a un Artemi Kniazev. Il a été repêché, en fait, au repêchage européen durant l'été, là, juste après le repêchage de la LHJMQ. Et ce défenseur-là, les gars, je vous dis, il est incroyable. Je l'ai vu jouer à quelques reprises seulement depuis le début de la saison, évidemment, là, les matchs hors concours. Et puis, ce défenseur-là a une vision de jeu incroyable, un bon maniement de rondelle, tout ça. Donc, ça risque d'être une des pièces maîtresses pour les Sags. Et moi, ma prédiction du côté des Sags, c'est qu'ils vont terminer premiers de leur division. Donc, j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler la saison. Mais les attentes sont quand même très élevées du côté des Sags. Surtout considérant qu'ils ont un des meilleurs duos de gardiens de la Ligue. Là, en fait, il y a Alexis Shane qui a gaulé une très bonne saison l'an dernier. Il a même égalé le record d'Éric Pichot. Éric Pichot, écoutez, je veux pas m'avancer, j'ai comme un blanc de mémoire, mais il a égalé un record pour le plus de blanchissage ouais, non. Excusez-moi, j'ai de la misère avec mes lettres. Vas-y, on a un orthophoniste qui est en route. Le plus de blanchissage à sa saison recrue. Donc, très bon gardien de but. Puis il y a Zachary Bousquet qui a été repêché par les Maple Leafs de Toronto cette année. Donc, les gars, surveillez les Sags à travers mes articles d'ailleurs qui vont être publiés sur la première ronde. Mais risque d'avoir une excellente saison du côté des Saguenayens. C'est bon, ça, c'est bon, on aime ça. Puis des bons spots à nous suggérer là, pour côtoyer la jante féminine, toi qui fais des jantes féminines de région, toi qui est... À Chicoutimi, c'est toutes les spots, voyons. Mais non, on s'en reparlera après l'émission. En terminant, Alex, veux-tu nous parler de... J'aimerais ça que tu nous parles de golf un peu. Je sais que tu suis beaucoup la Ligue junior majeure du Québec, mais tu es un grand amateur de golf. J'imagine que tu as trippé en fin de semaine avec la performance du Tigre qui est de retour après 5 ans d'absence pour signer sa 80e victoire. Je pense que tu as résumé l'entièreté de la fin de semaine quasiment. Mais écoutez, samedi et dimanche, j'ai été littéralement cloué à mon divan. Évidemment, c'était le dernier tournoi pour savoir qui allait être champion de la Coupe FedEx. Et tout le long de la fin de semaine, j'espérais vraiment que Tiger Woods allait pas s'effondrer en fait, puis qu'il allait vraiment continuer du début à la fin du tournoi. Et Tiger Woods, les gars, si vous avez suivi ça un peu, vous l'avez vu, il n'a vraiment pas déçu. Il a été intraitable du début à la fin de ce tournoi-là. Et c'est vraiment le fun de revoir un Tiger Woods en pleine santé puis au meilleur de son art parce que peut-être que vous l'avez vu cet été, Tiger Woods a été dans les meilleurs joueurs de plusieurs tournois, mais il n'a pas été capable de gagner. Et puis là, finalement, de gagner le dernier tournoi de la saison de golf, en fait, c'était quelque chose pour lui. Et quand il parlait aux médias à la fin de l'été, il avait les larmes aux yeux. Il était émotif. Et puis là, avec son polo rouge, évidemment, Tiger Woods sans son polo rouge, c'est pas Tiger Woods.
ça faisait du bien de le revoir au sommet de son art. Puis j'espérais quand même qu'il gagne la Coupe FedEx. C'est pas arrivé, c'est Justin Rose qui a gagné. Puis ça s'est décidé sur le dernier trou, en fait. Rose qui a calé un oiselet, puis qui a terminé à égalité au 4e rang. Puis ça a fait qu'il y a eu un peu plus de points que Tiger, mais quand même, très belle performance de Tiger Woods. Puis j'ai vraiment hâte, moi, honnêtement, de voir l'année prochaine la saison de Tiger, puis voir s'il va être capable de suivre ce rythme-là toute la saison. Ben merci beaucoup, Alexandre. C'était très, très, très instructif. Encore, on espère te revoir au courant de la saison. La semaine prochaine. Absolument. Chaque semaine. Merci beaucoup. Beaucoup d'informations. On va essayer de debunk toute la patente. Puis je pense que ça va être très utile à ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre ça encore, la Ligue junior majeure du Québec. Mais merci. Sinon, on te lit. Un gros merci à vous, les gars. On va te lire aussi sur la première ronde. Exactement. Merci, Alex. Merci. Au revoir. Absolument. Salut. Bye. Salut. Donc, c'était instructif. On va maintenant passer à Charles Hamel, Buissière, Lloyd et Touche. Il va nous parler des Canadiennes de Montréal. Hein? Oui, étant donné que le CH risque d'être aussi stimulant qu'un botch que tu ramasses à terre, que tu rallumes puis qu'ensuite tu l'écrases, il reste pas grand-chose là-dedans. Ben, il serait peut-être temps de donner plus d'attention à cette magnifique équipe, elle qui, on va se le dire, là, va vous en donner, puis là, je sais que je vais utiliser des mobiliers de l'église, là, mais calissement plus que le CH. Fait que vous pouvez d'ailleurs retrouver l'article de Charles sur la première ronde ou le grand club qui se nomme « Du mouvement chez les Canadiennes », très détaillé comme article, très intéressant. Puis en partant, on y apprend que les filles vont évoluer maintenant à domicile à la Place Belle de Laval. Ça implique quoi au juste, Charles? Ben, en fait, ça a été annoncé un peu à la dernière minute. Là, on s'entend que la saison commence bientôt. Ouais. Ce que ça implique, c'est qu'ils vont jouer. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils vont jouer 2 matchs dans la Place Belle, vraiment dans l'amphithéâtre. Ouais. Donc ça, c'est vraiment cool. Les 2 matchs vont être dans le cadre d'un programme double aussi avec les matchs du Rocket. Donc, dans le fond, le Rocket va jouer avant. Ceux qui ont des billets pour le Rocket peuvent rester. Et il y a aussi possibilité d'acheter des billets seulement pour les matchs des Canadiennes. En fait, les 2 matchs qui vont être joués dans la Place Belle, c'est le match d'ouverture le 13 octobre contre Calgary. OK. Et puis, ils vont jouer aussi le 23 février contre Markham, qui est l'équipe qui a gagné le championnat la saison dernière. Donc, ça commence, en force. Ben, en fait, ça va être au mois de février, donc la saison va être entamée. Pour le reste, les partisans, les fans vont devoir être très, très attentifs parce que les Canadiennes vont se promener pour leur... C'est compliqué, hein? Oui, c'est assez compliqué. En fait, ils vont jouer des matchs sur la 2e glace à Laval. Il y a une petite glace plus entraînement communautaire. 2000 places assises ou quelque chose Moi, comme ça. on me disait autour de 1000 quelques, mais donc oui, ils vont jouer des matchs là. Ils vont jouer aussi des matchs au Complexe Bell de Brossard. Et ils vont jouer aussi à l'aréna Michel Normandin du centre Claude Robillard, là, donc près du métro Crémazie. Ils vont pas jouer, ils vont jouer 3 périodes au même endroit, là. Ils vont pas se déplacer après la 2e pour aller. Je leur souhaite qu'ils vont jouer tous au même endroit parce que les 3 sont assez distancés les uns des autres. Mais en fait, c'est ça, il faut être. Il va falloir être très attentif de ce côté-là. Ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à cette année, ce que vous pouvez vous attendre de ma part, dans le fond, ça va être des articles assez réguliers. C'est ma 2e saison sur le beat, donc je commence à connaître l'équipe, connaître les joueuses. C'est ça, justement. Tu peux nous parler un peu là, de l'équipe. Ça va ressembler à quoi, là, à quoi qu'on peut s'attendre là, pour la prochaine saison. Il y a quand même du positif. Là. Les attentes sont assez énormes, là, quand même. Ah oui, les attentes sont très, très grosses parce que, oui, il y a eu beaucoup de départs, beaucoup de jeunes. En fait, il y a eu comme 2 catégories de joueurs qui sont partis. Il y avait des vétérantes qui ont décidé de prendre leur retraite, entre autres Cathy Chartrand, qui était une des meilleures défenseurs de la Ligue. D'ailleurs, celle qui a gagné le titre de défenseur de l'année l'an passé. Ouais. Qui est aussi 13e pour les points dans l'histoire de la Ligue. Il y a les défenseurs, donc, et évidemment première en tant que défenseur. Il y a aussi Noémie Marin qui quitte, qui, elle, a participé aux 4 conquêtes de la Coupe Clarkson des Canadiennes. C'est elle qui mène pour les buts dans l'histoire de la Ligue canadienne de hockey. Donc, c'est une excellente joueuse qui a décidé de prendre sa retraite. Elle va se concentrer sur son travail d'entraîneur de l'équipe féminine du collège John Abbott. Donc, d'ailleurs, elle avait dû s'absenter quelques fois la saison dernière pour aller entraîner son équipe. Ouais.
Et aussi, il y a quelques recrues, là, des joueurs qui ont joué seulement qu'une saison, qui ont décidé d'accrocher leur patin. C'est un peu la réalité du hockey féminin. Les filles gagnent que quelques milliers de dollars par année. Il vient un moment où tu es obligé de prendre une décision et d'aller vers une carrière, d'aller vers ton travail là, ou ta profession. C'est ça, c'est pas toutes les filles qui sont capables de concilier les deux. On n'est pas rendu là encore. C'est pas assez payant, là, si on veut, pour pouvoir dire. On parle d'entre 2 et 10 000 dollars par saison, donc ce qui est vraiment pas assez pour vivre. Donc c'est ça. Puis aussi, j'ai parlé aussi à l'entraîneur Danny Brunet avant le match, hier, un peu de façon informelle, puis il m'expliquait aussi que il y a le fait que l'an passé, c'était une année olympique. Donc, ça libère des spots sur les différentes équipes dans la ligue. Donc, il y a des filles qui viennent s'essayer, jouent un an, peuvent faire l'équipe, belle expérience, puis après ça, décident de se retirer, étant donné que leur place est moins assurée. Donc, il y a aussi ce phénomène-là qui a fait que il y a des joueurs qui ont quitté à la fin de la dernière saison. Par contre, ce que ça signifie aussi année olympique, les Olympiennes sont de retour. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que pour ceux qui ne suivent pas le hockey féminin, souvent vous ne connaîtrez pas les joueurs. Par contre, cette année, si vous avez un peu suivi, ne serait-ce que l'actualité sportive, il y a des noms qui vont vous revenir. D'ailleurs, Marie-Philippe Poulain sera de retour avec l'équipe, qui est comme la Sidney Crosby du hockey. Elle a joué seulement 67 matchs dans la ligue et elle est déjà dans le top 5 des meilleures marqueuses. Donc, c'est une moyenne de presque 2 points par match dans la Ligue de hockey canadienne. Donc, c'est assez extraordinaire. Il y a aussi Mélodie Daou qui s'amène avec l'équipe. Puis elle, c'est assez drôle. Puis je lui posais la question d'ailleurs hier, puis elle est partie à rire. Officiellement, elle est considérée comme une recrue. Mais par contre, elle a 2 expériences olympiques. Donc, elle a participé aux 2 derniers Olympiques. Elle a marqué 5 points à Pyeongchang. Elle jouait sur le 2e trio. Mais c'est une recrue dans la Ligue canadienne parce qu'elle n'a pas encore joué un match. Mais elle, c'est une fille qui est reconnue depuis longtemps comme une des bonnes joueuses. À Sochi, elle était âgée que de 18 ans pour participer aux Olympiques. Elle a ensuite étudié à McGill pendant 4 ans, puis de retour avec les Canadiennes cet hiver. Une recrue avec une carrière déjà bien établie. Exact. Et l'autre grosse nouvelle aussi, elle était arrivée en fin de saison l'année passée, Hilary Knight, qui est la meilleure joueuse de l'équipe américaine. Elle était à Pyeongchang. Ouais. Elle est venue jouer quelques matchs. Et on pensait un peu que c'était comme un one-hit wonder. C'est ça. On l'amène pour les séries, on tente de remporter la coupe et c'est terminé. Mais honnêtement, à ma grande surprise, elle est de retour avec l'équipe cette année. Elle va faire la saison au complet. Ça va être intéressant d'avoir ça toute la Si saison. jamais ça clique avec Marie-Philippe Poulain, il va se marquer des buts au pouce carré. Je peux vous l'assurer. Il va y avoir des beaux jeux. Ces 2 filles-là sont dominantes. Donc, puis, c'est ce que je voulais parler aussi, le hockey féminin en général. C'est pas le même type de hockey. C'est physique. Surprenamment, ça joue physique. Ouais. Mais les filles, honnêtement, ils ont beaucoup d'habileté. Ça patine. Beaucoup de beaux jeux de passe. Donc, c'est un peu un jeu un peu plus de finesse et d'habileté, de vitesse. C'est vraiment un spectacle intéressant que je le conseille à tous. Oui. En longtemps qu'on sache où se rendre, à quelle aréna se rendre, c'est parfait. Oui, un petit commentaire éditorial, c'est plate que les filles soient obligées de prendre leur retraite pour travailler alors qu'ils n'ont pas de domicile fixe, puis c'est un peu plate. Ouais. Bien, parlant de domicile fixe, par contre, à partir de l'an prochain, ils sont supposés déménager à Verdun. Oui, ça, c'est intéressant de ouais, c'est ils ont rénové ça, là, ce vieux... Ben, ils sont en train de le rénover, puis dans le cadre des rénovations, ils vont établir un vestiaire pour les Canadiennes avec un gymnase, les bureaux de l'équipe et tout. Donc, en principe... Le quartier général. Genre. Le quartier général est dans un auditorium de Verdun qui va contenir 3000 places. Donc, s'ils sont capables de remplir la place à chaque fois, ça va être vraiment intéressant pour eux. Surtout qu'à Verdun, on va se le dire, ils vont avoir le marché. Oui. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Je ne sais pas si on a encore quelques petites minutes. Oui. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Vas-y, mon Charles. Décevant. C'est décevant. Non, en fait, ce que je voulais, c'est que hier, c'était le premier match pré-saison pour les Canadiennes. Je suis allé fouiner un peu. Et puis... c'est ça, ça a été un match. Ils jouaient contre Concordia, l'Université Concordia. Dans le cadre du camp d'entraînement, les filles jouent 3 matchs contre les universités de Montréal. Donc, aussi, ils vont jouer contre les Carabins de l'Université de Montréal jeudi et vendredi contre McGill. Puis niveau adversité calibre, on n'est pas loin ou... On n'est pas... Pas des 1000? En fait, c'est ça. À l'université, les filles ont quoi, 20, 22 ans? Ouais. Tandis que là, on est plus au niveau
semi-professionnels, si on peut dire, plus d'expérience. Par contre, l'avantage, surtout hier, c'était marqué en première période. Concordia, habitués de jouer ensemble, donc meilleure cohésion de jeu, tandis que les Canadiens, beaucoup de nouvelles joueuses. On évaluait aussi des nouvelles joueuses. Ouais. Donc, manque de cohésion. En première période, Concordia menait 1-0 après la première. Par contre, les choses ont commencé à cliquer à partir de la deuxième, puis le match est fini 7-1. OK. Mais par contre, ce qu'on me disait, c'est que Concordia avait joué la veille un match assez physique. Donc, peut-être qu'il a manqué de jambes aussi en fin de match. Ça a apparu. Mais je pense que l'important aussi, par rapport à ça, c'est qu'on voulait plutôt commencer à évaluer des joueuses, voir un peu qu'est-ce qu'il y en est pour cette année. L'an passé, tout au long de la saison, l'entraîneur Danny Brunet parlait aussi que l'équipe voulait avoir une constance dans le jeu, l'éthique de travail, c'est ce qui était important, c'était le mot d'ordre. Tandis que cette année, on change un peu de mindset, si je peux dire ça. Alors, je lui ai posé la question hier, on écoute ce qu'il m'a répondu. Beaucoup de jeunes recrues, des recrues, ça va faire des erreurs de recrues, on est prêt à ça. Donc, il faut être prêt à vivre là, avec ce type d'erreur-là. Mais déjà là, avec ce qu'on a vu comme match, j'ai aimé ce que j'ai vu au niveau des recrues. Puis, c'est sûr que quand on va arriver dans le CWHL, il va y avoir moins de temps, moins d'espace. À partir de ce moment-là, il y a un ajustement à faire. En fait, j'ai fait une erreur, c'était pas la bonne clip. Mais j'ai aimé la Zamboni derrière, ça donne l'impression que tu étais vraiment là. On était vraiment là, mais c'était pas la bonne clip. OK. Donc, effectivement, en fait, ça, ce que je voulais dire, c'est que oui, il y a beaucoup de recrues, donc ils vont devoir évaluer. Ouais. Je vous reviens avec ce que je voulais vous parler par rapport du mot d'ordre de la prochaine saison. Je dirais que je sais que c'est un terme qui est à la mode beaucoup là, par les temps qui courent. Là, pour ceux qui suivent le Canadien de Montréal, là, c'est important d'avoir une attitude professionnelle. Pour nous, là, c'était surtout le discours qu'on a lancé à nos joueuses. Et We First aussi. C'est un peu notre slogan, là, notre quote là, pour cette année. Là. Donc, c'est ça. Comme on voit, on veut travailler plus sur l'attitude, être focus, avoir du leadership. Puis, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de nouvelles joueuses. Le leadership va se transitionner. En fait, l'an passé, comme je vous parlais de Noémie Marin, Cathy Chartrand, Emmanuel Blais, c'était beaucoup, elles, les leaders. Tandis que cette année, il y a d'autres leaders qui ont été identifiés. Je vous laisse Danny Brunet nous expliquer qui elles sont. Beaucoup de bonnes vétéranes sont parties, puis des joueuses de caractère avec beaucoup d'expérience. C'est difficile à remplacer, donc ça demeure un défi. Heureusement, pour compenser, il nous reste encore du leadership. Quand on parle de Poulain, de Daou. Donc, c'est ça. Oui. Alors, Marie-Philippe Poulain et Mélodie Daou, entre autres, vont devoir jouer un rôle de leadership. Alors, ça risque d'être une saison assez intéressante. Tout au long de la saison, je vais essayer aussi d'avoir des petites clips comme ça, recueillir des commentaires. Puis j'aimerais une entrevue avec le chauffeur de Zamboni. Éventuellement. Là. Éventuellement. En fait, il va risquer d'en avoir 3 parce qu'il va jouer à 3 places. Non, mais je veux parler, moi, avec le chauffeur. Ouais, en tout cas, c'est important comment tourner le coin, puis il y a des choses à savoir. Ouais, avec ça. ben, C'est pas n'importe qui. Le pire, c'est que ça pourrait être vraiment intéressant de savoir ça. Mais en fait, hier, c'était la Zamboni courtoisie de l'Arena Michel Normandin. OK, c'est bien. Là, il avait l'air de connaître son affaire, hein, parce qu'on entendait un son constant. Oui, ben en fait, où est-ce qu'on. Simplement pour placer les gens, où est-ce qu'on fait les entrevues? C'est direct à côté de la patinoire. Quand le match termine, qu'est-ce qu'on fait? On passe la Zamboni. Non, parce que tu sais, il n'y a rien de pire qu'un chauffeur qui fait juste peser sur le gaz de temps en temps. Ouais. Lui, il était constant. Il avait sa vitesse de croisière, un homme d'expérience. Il a pas l'air d'un gars qui faisait des flaques. Tu sais, des fois, tu vois ça. Ah, ça, c'est la pire chose. Mais par contre, il était quand même correct. Il ne pesait pas sur le klaxon quand il passait. Quand même. Il y en a qui ont des tasses. Merci beaucoup, Charles. C'était instructif, encore une fois. Et on va en avoir toute la saison durant, là. C'est évident. Applaudissements de semi-mini-pot. Et c'est pour le prochain invité. Ouais, ben là, tu nous as peut-être un thème qui vient avec ça parce qu'on n'a pas de thème. On n'a pas de thème, mais ça va venir éventuellement. Là, ça nous prend un chou, au moins, quelque chose. Pas de thème, sérieusement. Mais on va passer. Ben oui, on va parler de boxe, évidemment, avec Olivier Daigneault. C'est presque un thème, ça. Ça, c'est notre expert en sport de combat. Charlie, j'aimerais ça que tu changes le pacing parce que là, j'ai l'air d'un amateur à côté du gars trop préparé que Charles est. Ben oui, mais ça, c'est... J'ai pris 3 lignes de notes, fait que ça va sonner comme un gars qui a fait ça toute sa vie. Là, en attendant, je vais prendre une gorgée de la merveilleuse Blanche des Brasseurs du Monde. Oui. Notre commanditaire principal. J'ai-tu mentionné ça? Oui, mais mentionné à toutes les 5 minutes. Les Brasseurs du Monde, notre commanditaire principal, parce qu'il va en avoir d'autres, bien entendu. Puis je pensais que tu allais nous donner des trucs
comment survivre dans un bar de Hochelag quand il y a une bataille qui éclate. Mais L'idéal, c'est de ne pas se présenter dans un bar de schlag. ouais, il y a ça aussi. Mais vas-y, écoute, parle-nous de boxe. Oui, Moi, je vais essayer de te trouver un thème parce que je suis un professionnel tout de même. Ouais, trouve-moi un thème pendant que je parle de. Ben écoute, je vais revenir vite fait sur le combat de Gennady Golovkin avec Canelo Alvarez. Oui. Qu'on a visionné ensemble, là, toutes les trois et même plus. Oui. Oui, on était là. Combat serré, s'il en était un, il a été jugé sévèrement par beaucoup d'amateurs, beaucoup de spécialistes et beaucoup de. Comme quoi que Golovkin s'était fait voler un peu. Je suis pas prêt à dire que Golovkin s'est fait voler. Je pense que c'est juste. Il a été favorisé probablement. Ça, là, oui, il a été favorisé. Fort probablement par le fait que ça se déroulait à Vegas, qu'il y avait beaucoup de crowd. La foule était de son côté. Mais ça reste que ça a été jugé serré. 2 jeux à 115-113, 1 à 114-114 qui a donné le combat nul. Puis dans le fond, on va se le dire, là, c'était clair que c'était pour être serré puis que c'était pour ouvrir la porte à ce qu'on ait un 3e volet, à qu'on en fasse une trilogie. Mais moi, tu sais, je t'avais dit que je trouvais ça étrange qu'on enlève la ceinture à un champion quand c'était si serré, effectivement. Ça a plutôt l'air d'un match nul. Parce que généralement, on dit que pour détrôner un champion, il faut le battre clairement. Je suis pas sûr que c'était si évident que ça. C'était peut-être pas si évident que ça. C'est probablement de l'angle. Tu sais, j'adore Saul Alvarez, mais j'ai probablement une petite préférence pour Gennady Golovkin. Fait que je l'ai vu de ce côté-là. Moi aussi, je donnais 115-113. Même, je pense qu'il avait mérité la victoire, sauf que les juges en ont décidé autrement. Puis encore une fois, ça va juste nous faire passer une autre agréable soirée à regarder ces deux excellents combattants se donner pendant 12 rondes parce que ça va probablement encore se rendre à la limite. Puis ça rentre dans les mains des juges qui vont encore nous faire choquer. Tu sais, on va se dire, des décisions serrées, ça fait toujours. C'est rare que ça fait l'unanimité, là. Ben, moi, je lisais aussi un peu après le combat, je voulais voir, tu sais, un peu les experts, qu'est-ce qu'ils en pensaient, voir un peu différentes opinions. Il y en a plusieurs qui mentionnaient que Golovkin avait peut-être ralenti. Est-ce que c'est une impression que tu as eue en regardant le combat? Ben, il est comme nous tous, il vieillit, ce cher Golovkin. Il atteint quand même un âge où généralement les boxeurs commencent à décliner. C'est pas le cas d'Alvarez qui est dans son prime, comme on peut dire. Est-ce que Golovkin a ralenti lors des 6 derniers rounds? J'ai pas eu cette impression-là. Il avait l'air en forme, il avait l'air encore dominant dans les derniers rounds, mais encore une fois, c'est pas nous qui étions sur le bord du ring, puis c'est pas nous qui étions payés des millions de dollars pour dire qui avait gagné pour ce combat-là. Exactement. Ça va, encore une fois, ça ouvre aussi la porte. L'autre petit aspect qui est intéressant là-dedans, c'est David Lemieux avec son KO expéditif face à M. Pringles. Qui est arrivé là avec une préparation extrême, mais on voyait que ça allait aussi que s'en allait. Oui. Ça ouvre. Ben moi, j'ai manqué le punch parce que j'étais en train de commander de la pizza. Notre assiette est arrivée alors que le coup de poing s'est donné. Mais je l'ai entendu. Ouais, on était. Ouais, en tout cas. Ouais, là, ça a juste ouvert la porte, dans le fond, à ce que. Parce que Alvarez avait déjà parlé avant le combat contre Golovkin de se battre en décembre. Ouais. On a su que le mieux serait probablement l'heureux élu pour affronter Alvarez rendu là. Fait que, encore une fois, ça se pourrait qu'on voit ça, Alvarez contre le mieux, soit à Vegas, soit à New York au mois de décembre. Ça serait avant le 3e volet de Alvarez contre. Puis l'Arena Maurice Richard, non? Ça m'étonne. Étonnant. Le centre pas sauvé, peut-être? Le centre pas sauvé, non. C'est tous des endroits qui sont vraiment de prédilection, mais je pas. Parce que Alvarez ne parle qu'espagnol, hein. Ah, ben ok, mon. Commander 2 roteux moutarde chou en espagnol au centre Paul Sauvé, c'est plus ou moins dans ses cadres. Ah, mais par contre, s'il veut une bière, je pense que una cerveza, por favor, ça va passer. On peut essayer, on pourra proposer. Mais moi, j'avais une question par rapport à ça. De voir David Lemieux se battre en décembre, pas de problème. Ça a duré 2 minutes 40 son combat, donc il n'y a pas eu trop de claques sur la gueule. Mais par contre, Saul Alvarez, c'est toute une guerre qu'il a menée à Golovkin. C'est pas vite un peu le mois de décembre? Ça laisse quand même 3 mois et tu oublies le fait que Canelo Alvarez, malgré son apparence, est mexicain. C'est vrai. Quelqu'un qui est capable d'encaisser comme ce gars-là, il n'en existe pas d'autres, sauf peut-être dans les films de Rocky. Il n'y aura aucun problème avec Alvarez. Il y a Rocky, oui. Parce que honnêtement, il en a mangé beaucoup là, des coups. Oh, oui, tout à fait. Mais encore une fois,
il a cette réputation d'être capable d'encaisser. Ouais. Puis honnêtement, on l'a vu après le combat, est-ce qu'il avait l'air si défait et magané? Non, à part une petite coupure. Il y avait une bonne coupure, oui, mais c'était superficiel. Encore une fois, c'est l'arcade du sourcilière qui coupe souvent là, dans les combats. Alors, ils sont habitués de bien les réparer. Mais ça serait pas le meilleur moment de faire écouter le film comme Commotion de Will Smith, par contre. Plus ou moins, non, effectivement. Okay. Il y avait un combat de poids lourd en fin de semaine, un championnat du monde, Anthony Joshua, Ouais. qui s'est battu dans le Wembley Stadium, plein à craquer. C'est assez impressionnant, pareil. On n'est pas, on est plus loin de ces combattants-là, les combattants européens. Là. Mais voir Anthony Joshua rentrer sur le ring dans un Wembley Stadium plein à craquer, là, c'est impressionnant quand même. Là. Être Alexander Povetkin dans le milieu du ring quand je vois ça arriver. Là. J'avais pas, mais il a été solide quand même. Oui. Povetkin, il a donné une belle opposition au champion Joshua, mais le combat solide KO s'est terminé au 7e round avec une droite retentissante qui a fait flancher le Russe. Joshua, c'est tout ce qui est le beau de la boxe, le propre de la boxe. Un gars bien élevé qui était super classique, là, aller voir son adversaire dans le vestiaire après, puis le remercier d'être venu se battre dans son pays, puis je vais aller faire un tour en Russie, mais que tu m'invites. Puis tu sais, là, c'est vraiment le gars le contraire de la plupart des boxeurs qui sont généralement un petit peu mauvais garçon, un petit peu bad boy, c'est bon là. Ça a été vraiment. Fait que là, encore une fois, il va y avoir un autre clash au mois de décembre entre Deontay Wilder et Tyson Fury qui va être extraordinaire aussi à regarder. Puis le moment qu'on va tous attendre, c'est est-ce que finalement Deontay Wilder va pouvoir affronter un jour Anthony Joshua. Ça va être vraiment, ça va prendre une victoire de Wilder de son côté face à Fury, une victoire sans équivoque, puis arriver à être capable d'aller. C'est prévu pour le 13 avril. Anthony Joshua a déjà réservé le Wembley Stadium, c'est déjà prêt. Il a mis ça à son agenda. Ouais, il attend juste d'avoir le nom du combattant qui va le. Mais je trouve ça intéressant de revoir la catégorie des poids lourds renaître parce que depuis quelques années, c'était un petit peu endormant depuis. Il se passait pas grand-chose. Ben, on va se dire, depuis Tyson. Depuis Tyson, on peut dire qu'il n'y a pas eu. Il y a eu les Klitschko qui ont dominé la catégorie pendant tant d'années, mais c'était. Il n'y avait personne pour les rivaliser avec ces deux gars-là. Tandis que là, la catégorie, il y a vraiment plusieurs champions. Puis encore une fois, Deontay Wilder, c'est de la puissance à un niveau face à un gars comme Anthony Joshua qui est vraiment dans une classe à part de boxeur, là, vraiment dans un autre monde. Là. Fait que ce clash-là entre ces deux grands combattants. Puis encore là, je dis Wilder, est-ce qu'il va réussir à passer à travers Tyson Fury? Ça, c'est une autre histoire. Là. Qui est un autre combattant atypique complètement différent de tout ce qui se fait, là, ou à peu près. Là. Fait que, mais vraiment, là, ça va être à observer dans les prochaines semaines, prochains mois. Tu voulais pas nous parler d'un certain Québécois là, qui fait je sais pas si tu parles-tu du même que moi, mais en tout cas, il y a eu un combat d'annoncé pour M. Jean Pascal qui va se battre bientôt à Sydney. Détrompez-vous, pas en Australie, mais bien en Nouvelle-Écosse. Quand même. Ah, puis même, en fait, cours de géographie 101, c'est au Cap-Breton même. Tu sais, l'espèce de petit U au nord de la... c'est au bout du petit U, Sydney. C'est assez impressionnant les choix que Jean-Pascal a fait dernièrement, honnêtement. Prendre sa retraite, caler sa retraite à aller se battre dans un hippodrome en Floride pour revenir se battre contre Steve Bossé au Beach Club, puis... La carrière de Pascal prend un drôle de tournant ces dernières années, c'est un peu bizarre. Fait que Gary Coppas, son dernier combat remonte au mois de mai 2017, alors qu'il s'était battu contre David Whitham. J'ai écrit sur le sujet parce que David Whitham en est mort, comme vous le savez probablement. Il s'est pas battu depuis ce temps-là. Ses six derniers combats se sont soldés par des victoires. Il y a une fiche de 10-11 et 2. Ouais. Faites le calcul, là. Il y avait 4 victoires à ses 17 premiers combats. Là. Fait qu'on parle d'un gars qui, en tout cas, c'est un choix d'adversaire et un choix d'endroit pour aller se battre. Hein. Tout ça est très bizarre du côté de Jim et de Jean-Pascal. Oui, parce qu'en même temps, je veux dire, ils n'ont quasiment pas l'accusé de faire ça pour l'argent. Ça doit pas être un combat très très payant d'aller se battre à Sydney en Nouvelle-Écosse contre un. Il y a probablement des choses qu'on ne sait pas par rapport au contrat. Ouais. Probablement que c'est pour on fait ce combat-là pour s'en aller ailleurs. Là. J'imagine parce qu'il y a souvent ça, des jeux de coulisses dans la boxe. Ben c'est ça.
Sauf Il y que avait- c'est quand même, là, il faut annoncer qu'on va se battre en Nouvelle-Écosse contre Gary Coppice, qui, honnêtement, tu sais, je commencerai pas à élaborer sur qu'est-ce que je pensais du combat de Jean-Pascal contre Steve Bossé, mais ça va être le même genre de deux gars qui n'ont pas d'affaires dans le même ring. Là. OK, c'est bien. Mais peut-être que c'est une dette de jeu qu'il a perdu aussi. tu C'est sais. très probable. Un pari ou. J'ai plus de C'était notes. ça ou faire un album avec Kevin Parent. Fait qu'il a choisi ça. Un gars, entre deux à l'heure, tu choisis le moins pire. C'est ça. Exactement. Je n'ai plus de notes, Charlie. Ah, on arrive au bout des notes. Merci. Ben, c'était très instructif. Dans le tapis. Oh! Merci pour le thème. Toi, t'es un Que vrai oui! ami. Et c'est donc ce qui termine ce premier podcast. Et oui, des chevaliers de la première ronde. Alors, merci d'encourager ce podcast en partageant massivement. Allez également liker la page de la première ronde sur le champ. Pour de la nouvelle fraîche, 24 heures sur 24 et un code d'éthique qui n'est pas à négliger. Merci à Olivier Daigneault. Ça m'a fait plaisir. Ben oui. Et merci à Charles Hamel de la Buissière. Ça m'a fait plaisir d'être parmi vous. Et on répète le commanditaire officiel. C'est les Brasseurs du Monde, la brasserie de Saint-Hyacinthe. Yeah! Merci. Au revoir.